Un orateur fait salle comble et on refuse du monde le 10 février 2015 à l'Institut catholique de Toulouse. Une conférence sur l'avenir de la planète, c'est Hubert Reeves. Toujours disponible, l'astrophysicien et vulgarisateur qui nous a tant appris sur nos origines et sur la réalité du monde est devenu naturellement, il y a 20 ans, un fervent écologiste sans parti. Président aujourd'hui de l'association Humanité et Biodiversité, inlassable conférencier, conteur, philosophe même, sans doute sans Dieu ni maître, Hubert Reeves nous accorde un entretien assez approfondi dans la salle des décisions de l'Institut, pour Courrier Sud, sur TLT. Alors, monsieur Hubert Reeves, est-ce que c'est toujours l'heure de s'enivrer? Parce que j'ai ressorti de ma bibliothèque un de vos grands classiques. Eh bien, la réponse, c'est plus que jamais. Plus que jamais, parce qu'on s'aperçoit bien que l'avenir n'est pas rose, qu'il est très lourd et qu'il est très chargé avec tous ces problèmes que nous avons d'intolérance religieuse, d'écologie, d'environnement. Donc, il faut avoir vraiment être réactif, et pour ça, c'est le temps de s'enivrer, bien sûr, dans le sens, non pas de se saouler, mais de vouloir aimer la vie. Et la vie elle-même, est-ce que la vie, c'est une joie? Ça, je crois que chacun le mesure pour lui-même. Je ne pourrais que vous demander qu'est-ce que vous en pensez vous-même. Chacun a son expérience personnelle. Pour moi, oui, c'est une grande fête, avec des moments lourds, bien sûr. Je ne dirais pas que tout a toujours été idéalement, comme pour vous-même. Mais oui, je pense que c'est très important. Et en tout cas, il faut y réfléchir, il faut en prendre conscience du fait que nous sommes vraiment très privilégiés d'être en vie, et que ça ne durera pas toujours, et qu'il faut en profiter pendant que ça dure. Voilà, des bonnes leçons de morale. Alors il y a une jubilation qu'il faut apprendre, peut-être enseigner aux enfants? Oui, exactement. Je crois que c'est important de leur enseigner, par exemple, le plaisir d'être dans la nature, de voir les oiseaux, de voir les couchers de soleil, et que ça va avoir une influence pour toute leur vie. Si vous enseignez, si vous donnez à vos enfants l'idée d'apprécier la nature, c'est un cadeau, un des plus beaux cadeaux que vous puissiez leur faire, et ça va enrichir toute leur vie. Ça, je crois que c'est très important de le faire, que les parents amènent les enfants dans la nature pour se réjouir, pour admirer, pour être émerveillés, et que ça, c'est vraiment un cadeau magnifique. On peut être émerveillé aussi en regardant les cieux nocturnes ou pas, ou Absolument. alors on peut être effrayé. Ah, ça c'est aussi, ça c'est personnel. Oui. Là, ça c'est un aspect que vous ne contrôlez pas. Je connais des gens qui sont effrayés par le ciel. Bon, d'où ça vient? Les psychanalystes vont vous dire d'aller regarder du côté de leur enfance, de leurs parents, enfin, vous savez bien. Mais pour moi, c'est quelque chose de tout à fait merveilleux, et j'essaie de faire propager cette idée. Mais le ciel est tellement immense, l'univers est tellement incompréhensible. Est-ce que c'est dû au fait que nous ne savons pas utiliser notre cerveau à plein rendement, ou est-ce que c'est parce que nous ne comprendrons jamais, parce que nous sommes insignifiants? Je ne sais pas très bien comment répondre. Je vous dirais, il y a une phrase que j'aime bien: il faut prendre conscience du fait que l'univers est étrange. Bien plus étrange que nous l'imaginons, bien plus étrange que nous sommes en mesure de l'imaginer. C'est une phrase d'un biologiste anglais que j'aime bien. Notre cerveau, nous essayons, mais personne ne sait jusqu'où nous pourrons aller dans l'exploration de l'univers et des théories et des compréhensions. C'est un programme qui est en cours depuis plus de 2000 ans. Ça a commencé chez les Grecs. Nous connaissons maintenant beaucoup de choses. C'est toujours le but. Dans quel monde vivons-nous? Comment s'est-il fabriqué? Qu'est-ce que c'est que cet univers? Quelles sont ses lois? Comment ça s'est développé? C'est toujours la grande question auquel, parce qu'il y en a plusieurs, nous apportons des petites réponses partielles. Vous savez, on est comme devant un grand puzzle dans lequel il y a toutes sortes de pièces éparpillées. Puis à un moment donné, vous prenez deux pièces et vous dites: tiens, j'en ai trouvé deux qui vont ensemble, c'est une queue d'oiseau. Alors vous dites: je vais peut-être voir s'il n'y a pas des ailes d'oiseau. Alors vous cherchez une autre pièce. C'est un peu ça. Nous sommes dans un grand mystère, nous sommes plongés dans un grand mystère que nous essayons d'éclairer par des observations, par des mesures comme d'envoyer des satellites, ou faire des télescopes, ou faire des accélérateurs. Tout ça, c'est la grande opération. Dans quel monde vivons-nous et qu'est-ce qu'on y fait? Personne ne peut dire qu'aujourd'hui, on n'arrivera jamais à la fin de la science. Moi, je ne crois pas. En tout cas, j'aime mieux pas, parce que je trouverais ça peut-être un peu
dommage. Est-ce que nous en sommes là parce que nous ne sommes pas encore ce pourquoi nous avons été créés ou la vie a été créée? Est-ce que nous ne sommes qu'une étape ou un... Ça, cette question que vous posez, personne ne sait la réponse. C'est de la théologie, là, en fait. Chacun a sa réponse à lui, et selon sa culture, selon ses parents, il dira une chose ou une autre. Les scientifiques poursuivent leurs recherches pour essayer de comprendre l'univers, et justement, l'actualité scientifique aujourd'hui, c'est ce que dévoile le satellite Planck. Vous en avez entendu parler, forcément, avec ces photos de la lumière, qui nous apprennent que finalement, notre univers est plus vieux que ce qu'on pensait. On le date d'environ 13,8 milliards d'années. Ça sert à quoi, finalement, de savoir ça aujourd'hui? Alors, la question, je vais vous la reposer. Est-ce que ça vous intéresse de savoir ça? Moi, oui. Mais... Bon, alors, il y a des gens qui s'intéressent, il y en a beaucoup, et ça suffit. N'est-ce pas? Il n'y a pas une grande vérité qui dit qu'il faut savoir ça. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à leur origine. Vos origines, c'est une question qu'on se pose. D'où je viens? Qu'est-ce que je fais ici? Comment je suis arrivé ici un beau jour? Bon, ça, c'est une question qui est, on le voit, universelle dans toutes les civilisations. Ça, le simple fait qu'il y ait cette interrogation mérite qu'on essaie d'y répondre. Et la grande question, c'est qu'on voit bien avec les derniers résultats, c'est que la matière que nous connaissons n'occupe qu'une infime partie de l'univers tel que nous le voyons. Et tout le reste, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut l'imaginer en tant que scientifique? Là, ce n'est pas une question théologique, je pose. Hein. Non, non, on ne peut pas l'imaginer. On sait que c'est là. On sait qu'il y a une composante majeure de l'univers et elle est partout. Hein. Ce n'est pas simplement à certains endroits. Elle est uniformément répandue. On sait qu'elle est là parce on voit l'influence qu'elle a sur le restant de la matière. La question se pose aux scientifiques, c'est le rôle des scientifiques, qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui, en 2015, nous n'avons aucune réponse à cette question. Ça va peut-être changer, peut-être que dans quelques jours ou dans quelques années, on le saura. Ça a été souvent le cas, la science a posé plein de problèmes auxquels on ne pouvait pas répondre et à un moment donné, on a trouvé les réponses. On pourrait le trouver, et peut-être ce sera très rapide, et peut-être pas du tout. C'est difficile de dialoguer avec ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on considère être des coups de dé. À titre personnel, comment vous voyez le monde? Je pense que la nature, entre guillemets, joue des deux éléments. Elle joue de ce qu'on appelle le hasard et la nécessité, c'est-à-dire les lois et le hasard. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de hasard, il n'y en a pas non plus. Les deux sont importants, c'est l'imbrication du hasard et de la nécessité, c'est-à-dire du fait qu'il y a des lois de la nature et que ces lois-là ne sont pas complètement déterminantes de ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'elles laissent quelque chose d'indéterminé. Oui. C'est ça qui fait la richesse de la nature et notre existence. Donc pour moi, ce sont deux éléments clés de l'évolution, de la complexité, de l'apparition de la vie, de l'intelligence et tout cela. Moi, j'aimerais vous poser une question sur le rapport entre l'astronomie et l'écologie. Quel est-il? Alors, l'astronomie, c'est le passé. L'astronomie, elle vous dit comment nous en sommes arrivés à exister aujourd'hui. Elle nous raconte toute l'histoire du cosmos, c'est ce que je vais raconter dans ma conférence. Tout ce qu'on appelle la belle histoire, c'est comment vous existez, vous, comment vous avez votre cerveau, comment vous êtes capable de réfléchir, de faire des choses. C'est une longue histoire qui implique des étoiles qui font les atomes, des galaxies qui font les étoiles, une planète, la Terre, où la vie apparaît. Tout cela, c'est ce qu'on peut appeler la belle histoire, c'est l'histoire de comment nous sommes apparus ici. C'est ce que nous raconte l'astronomie, la biologie, toutes les sciences qui nous racontent un peu l'évolution darwinienne et tout ça. Alors, que nous raconte l'écologie? Oui, c'est très bien, mais il faut y rester. Comment rester dans des bonnes conditions pour sauver, pour protéger, pour continuer à profiter de ces cadeaux de la nature? Quand je dis nature, mettez des guillemets, quand je dis cadeaux de la nature, ça c'est l'écologie. Vous voyez, astronomie le passé, écologie l'avenir. Comment conserver cette condition? L'année dernière, à la même époque, se tenait la 3e conférence sur l'environnement, conférence mondiale, et à cette occasion, vous êtes un petit peu indigné, vous avez dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose maintenant avant que la planète ne devienne inhabitable. Quel est votre message à vous? Qu'est-ce que vous faites, tiens, vous, au quotidien? Moi, ce que je fais je suis président d'une association dont le but est de mettre la pression sur les gouvernements, en particulier sur le gouvernement français, mais d'autres aussi,
pour qu'ils fassent ce qu'ils ont promis de faire pour l'environnement. Par exemple, limiter les émissions de gaz carbonique, limiter l'utilisation des pesticides qui stérilisent les sols et interdire la pêche excessive. Aujourd'hui, nous pêchons, tenez-vous bien, 2 fois plus de poissons qu'il ne s'en reproduit. Donc, c'est clair, on est en train de vider les poissons, l'océan de ces poissons. Donc, c'est un petit peu notre travail à nous, c'est d'essayer de pouvoir garder la planète pour qu'elle n'atteigne pas une situation dans laquelle ça deviendrait ingérable. Par exemple, on est très soucieux du fait qu'on augmente la température. On sait aujourd'hui qu'on ira probablement au-dessus de 2 degrés d'augmentation, peut-être 3 ou 4, et que ça suffirait pour rendre le climat ingérable. Question tempête, question sécheresse, même des grands froids. Plusieurs personnes disent c'est bien de chauffer parce qu'il va faire moins froid. C'est pas ça. L'augmentation de la température, c'est très peu, mais l'effet de l'augmentation de température, c'est gigantesque. Et ça peut être les grands froids qu'il y a eu en Chine, dans une région presque tropicale, il y a quelques années. Donc c'est une déstabilisation des climats qui peut aller dans les pires excès, tempête, froid, chaud, canicule, tout ça. Et c'est ce qu'il faut essayer de contrôler avant que ça devienne ingérable. Est-ce que, comme Stéphane Hessel, vous êtes un homme indigné face à ce constat aujourd'hui? Je ne sais pas si je suis... c'est très important de... Moi, je pense qu'effectivement, il faut réagir. Indigné ne me paraît pas le mot, parce que je ne vois pas vraiment contre qui. Ça fait partie du développement de l'humanité. Il y a eu des excès tout de même. Ah ben, il y en a encore. C'est la poursuite du profit à tout prix. Mais il y a des choses positives qui se font, et c'est important de le dire pour que les gens ne soient pas découragés, déprimés, c'est foutu. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des choses à faire. Il se fait des choses, il faut poursuivre. Il faut être dans un esprit. Moi je pense souvent à Churchill, nous allons gagner. Il y aura des larmes, de la sueur et du sang, mais nous allons gagner. Alors que tous les autres pays s'effondraient devant Hitler, et c'est lui, finalement, c'est à lui qu'on... C'est cette attitude, on met le pied sur la terre, comme un enfant qui dit non, non, non. Ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est que nous sommes la pire espèce sur le plan de l'harmonie avec la nature. Nous sommes des grands saccageurs, nous détruisons, et nous l'avons toujours fait. Il est essentiel qu'on revoie notre comportement et qu'on développe un humanisme qui ne soit pas complètement tourné autour des humains, c'est-à-dire les messages de la Bible qui disaient dominer la nature et asservissez-la. On sait que ça mène à la catastrophe. Il faut au contraire repenser notre attitude pour pouvoir trouver des moyens, et ça existe, de vivre en harmonie avec la nature comme toutes les autres espèces. Nous sommes la seule espèce qui a un comportement aussi saccageur. Si nous ne corrigeons pas notre comportement, nous sommes foutus. C'est clair.